le savez peut-être pas, mais si vous êtes réunis ce soir, c'est pour aider à inverser le cours d'un événement capital au sens propre économique et géographique du terme. En effet, à la question « Pensez-vous que nous sommes prêts pour les Jeux Olympiques ?», la majorité des Français répondent encore aujourd'hui non. Et face à ce constat inquiétant qui met en jeu l'image de notre pays et de notre capitale, le président en personne, notre Raïs à nous, Éloïc Perrache, nous a demandé à nous, étudiants d'HEC, d'organiser nos propres JO, nos joutes oratoires, pour prouver au monde entier que si Paris n'est pas prête, Jouy en Josas le sera. Nos JO de ce soir tiendront, je vous l'assure, toutes les promesses incertaines de ceux de Paris. Notre grande fête populaire offre des places gratuites pour les jeunes. Et s'il y a peut-être encore un effort à faire sur les transports et l'accessibilité, nous avons réussi à accomplir le rêve de Madame Hidalgo, une Seine propre que l'on peut traverser sans risque de maladie, si ce n'est le trac. Les athlètes de ce soir, 6 oratrices et orateurs sélectionnés parmi plus de 90 candidats, on peut les applaudir. Tenteront ainsi de vous convaincre des bienfaits ou non du ou des sports et de l'esprit sportif à travers des citations diverses et variées, des citations de sportifs comme ce joueur de foot célèbre du Racing universitaire d'Alger, Albert Camus, ou des citations de philosophes comme cette figure de la pensée postmoderne absurde, Franck Ribéry. Nos athlètes seront ce soir jugés par un comité olympique de haute volée auquel je vous prie, s'il vous plaît, de faire un accueil digne des plus grands stades olympiens. Secrétaire de la conférence des avocats du barreau de Paris, un concours d'éloquence dont la réputation n'est plus à faire, il est avocat en contentieux pénal des personnes et de la vie des affaires et a fondé son propre cabinet. Il saura ainsi apporter toute son expertise pour juger nos finalistes du haut de son regard d'expert. Veuillez, s'il vous plaît, faire un maximum de bruit pour Maître Louis G. Soprano coloratour. Elle a interprété les plus grands rôles des répertoires baroques, classiques et modernes, a remporté au cours de sa carrière pas moins de 3 victoires de la musique classique. Reconnue comme une des plus grandes chanteuses d'opéra française, sa voix a su traverser jusqu'à la voûte céleste, car on a nommé, figurez-vous, un astéroïde à son nom. On dit souvent que la parole est une musique, c'est elle qui en jugera ce soir, car si les JO de Paris auront Aya Nakamura, les nôtres auront Madame Patricia Petitbon. Alumni de notre chère école, cet homme politique qui s'est engagé très jeune porte le verbe haut et s'est fait connaître pour ses fortes responsabilités en tant que cofondateur et délégué général des Jeunes avec Macron, ainsi que comme chef de cabinet du ministère de la Transition énergétique. Lui qui a l'habitude des meetings et des plateaux télé saura apporter une critique précieuse et constructive à nos finalistes. Je vous demande donc un accueil en fanfare pour Monsieur Ambroise Méjean. Elle est directrice générale d'Eloquentia, un organisme magnifique qui œuvre pour la prise de parole chez les jeunes et qui va de succès en succès, que ce soit à travers les événements Eloquentia XHEC pour les lycéens, ou encore la grande finale d'Eloquentia qui a cette année rempli l'amphithéâtre de Radio France à ras-bord. Je vous demande s'il vous plaît une tempête d'applaudissements pour Madame Alicia Isard.
pour rester dans le milieu de l'avocature, notre prochain juré a lui aussi été secrétaire de la conférence. Cet avocat en droit pénal, droit de la famille et droit des étrangers sait ce que c'est que parler et surtout convaincre. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je vous prie de claquer vos mains haut et surtout fort pour maître Jean-Baptiste Riolacci. Urgent, Dean of Degree Program, c'est professeur de marketing. Vous la connaissez d'abord pour ses petits déjeuners partagés avec la promo, et ensuite pour son statut de numéro 2 d'HEC. Madame Christine Devalque vous invite à venir à la grande finale du concours d'éloquence. Une tornade d'applaudissements, s'il vous plaît. Professeur, auteur, chroniqueur, maître de conférences à Paris-Dauphine et enseignant à l'Université de Bordeaux, il a créé l'Institut Sapiens, un think tank qui fait référence sur les questions économiques et sociales. Il sait comment rédiger un discours, car il a été pendant pas moins d'une semaine la plume du Premier ministre François Fillon, et sera ainsi intraitable sur la qualité des textes. Veuillez s'il vous plaît accueillir comme il se doit Monsieur Olivier Babot. Elle est avocate en droit des affaires, spécialiste des contentieux, et a créé son propre cabinet en 2017. Elle est régulièrement classée parmi les meilleurs avocats de France dans la catégorie litigation ou encore dans le classement Légal 500. Je vous demande un ouragan d'applaudissements pour maître Noémie de Galambert. Notre prochain juré, on ne le présente plus. C'est un grand avocat, non par la taille, mais par le talent. Si le concours d'éloquence existe, c'est grâce à lui. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et spécialiste de l'art oratoire, professeur à HEC et Sciences Po, il apparaît dans le documentaire à voix haute La force de la parole. Auteur, il a récemment publié La parole pour le meilleur et pour le pire, et le sport lui parle bien, car pour lui, comme n'ont cessé de le rappeler tous les présentateurs me précédant depuis maintenant 7 ans, la parole est un sport de combat. Veuillez s'il vous plaît faire un accueil tonitruant à maître Bertrand Perrier. Vous le connaissez tous. Lui et son sourire mythique. Omniprésent dans la vie du campus depuis, oserais-je le dire vu son jeune âge, toujours, il est doyen à la vie étudiante et a participé lui aussi à créer le concours d'éloquence. C'est un homme pour qui le sport compte énormément et qui le pratique de manière éclectique, comme le montre sa récente expérimentation de la pole dance que vous avez pu observer sur les affiches du campus. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir à s'en rompre les mains, Monsieur Xavier Boutz. Enfin, dernier juré nominé, mais premier dans la hiérarchie de notre école, il est celui qui, le premier à HEC, souvenez-vous-en, nous a montré ce qu'était un discours mémorable. Digne d'HEC et, selon la légende, cow-boy à ses heures perdues, je vous demande de manière métaphorique, car il a déjà un amphithéâtre à rembourser, de mettre le feu à la salle pour Monsieur Éloïc Perrache. La langue est notre principal moyen de communication. D'ailleurs, je pense que si vous avez trouvé votre chemin ici ce soir, c'est parce que vous le savez. Cette finale d'éloquence fait preuve d'une maîtrise de la langue française au plus haut niveau.
Avant tout, nous utilisons la langue pour communiquer des informations, mais aussi, et c'est beaucoup plus important, pour exprimer des émotions, des pensées et des sentiments. Or, comment communiquer avec le monde entier? Comment se faire comprendre aussi bien par un Chinois, un aborigène, et encore pire, un ch'ti? La langue peut rapidement devenir une barrière insurmontable qui sépare les peuples, une tranchée infranchissable qui divise les cultures. Il nous faudrait donc une langue universelle, une sorte d'espéranto que tout le monde maîtrise. Jean-Guy Rodoux propose qu'on ait déjà cette langue en affirmant que c'est le sport qui est l'espéranto des races. En effet, le sport est une langue que tout le monde comprend, une langue qui unit le monde au lieu de le diviser. Tous les 4 ans, la Terre entière semble cesser de tourner. Le monde entier tourne ses yeux vers les Jeux Olympiques, et cet été, vers Paris. Des millions de touristes viendront à cette ville la plus illustre, non pas pour voir la tour Eiffel, peut-être même pas pour entendre l'interprétation d'Edith Piaf par Aya Nakamura, mais ils viendront à 100% pour voir le sport, pour apprécier ces compétitions des icônes de leurs sports respectifs, pour découvrir ce dont le corps et l'esprit humain sont capables. Et, même pas sans leur parler, on comprend les sportifs. On devine leur volonté infinie à se dépasser et à décrocher cette médaille d'or. On imagine les sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. On comprend, en ressent leurs émotions en nous-mêmes, lorsqu'ils crient de joie après une victoire, lorsqu'ils fondent en larmes lors d'une défaite. Est-ce que le monde entier ne retient pas son haleine quand Simone Biles s'apprête à faire un triple salto? Est-ce qu'on ne laisse pas tous échapper un soupir de soulagement quand elle atterrit gracieusement sur ses pieds? Je vous demande, quelle autre langue peut provoquer de telles émotions avec si peu de mots? Mais le sport et l'esprit olympique sont beaucoup plus qu'une simple communication d'émotions, parce que le sport donne une voix à tout le monde. Rappelez-vous, ces frissons ressentis quand les athlètes afro-américains Tommy Smith et John Carlos ont levé leur poing, symbole de Black Power, lors de la cérémonie des médailles. Imaginez-vous l'espoir dans les yeux des enfants brésiliens que l'histoire de Ronaldinho leur inspire, parce qu'il était dans les mêmes favelas avant qu'il ne devienne une star internationale de foot. Souvenez-vous des Jeux Olympiques à Paris, ici à Paris en 1900, où ce sont les femmes qui pour la première fois ont pu participer aux Jeux Olympiques et qui ont pu se montrer finalement sur une scène mondiale. Ces moments magiques ne peuvent être fournis que par le sport. Et c'est précisément parce que le monde entier les ressent de la même façon que le sport est l'espéranto des races. J'aimerais finir en perdant quelques mots sur l'importance du sport en France. Peu importe si c'est le foot, le rugby, l'athlétisme ou n'importe quel autre sport, le sport a l'unique capacité de réunir la France. Pour un court moment, le Français oublie s'il est de gauche ou de droite, s'il est parisien ou marseillais, s'il est d'AGC ou de l'ESSEC. Il ne sait plus qu'une chose, il est français. Et un simple « Allez les Bleus !» peut provoquer en lui presque autant d'émotions que le plus beau discours dans cette finale d'éloquence d'AGC. Merci.
On me pratique sur le ventre, le dos ou le côté. Je prends en moyenne dans une vie 23 600 heures, soit 26 ans et demi. On peut me chercher sans bouger, mais plus on me cherche, moins on me trouve. Je suis le sommeil! Et oui, le sommeil. Vous me direz, mais enfin, pourquoi le sommeil? Nous sommes ici pour parler de sport, de tension des muscles, de concentration, de combat, de sueur, d'effort. Oui. Mais prenez cette tension, cette concentration, cette combativité, et enlevez-leur la nuit où le sportif reprend des forces. Tout s'écroule. Pour gagner, il n'est pas nécessaire de passer des nuits blanches. Il suffit de rester éveillé pendant la journée. Et ce qui nous éveille, justement, et les sportifs l'ont bien compris, c'est... Oh, qui a dit le dopage? Non! Si vous voulez mourir d'une crise cardiaque dans 2 jours et être atteint de bidorexie, peut-être. Mais à long terme, ce qui nous éveille, c'est le sommeil. Alors ce soir, tâchons ensemble de réhabiliter le sommeil. Car c'est vrai, le sommeil n'a pas bonne presse. Je déclare, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Et il a bien raison. Un être humain qui dort, ça ne sert à rien. Ça ne consomme pas. Ça ne produit pas. Le sommeil apparaît comme une indispensable inutilité. Intense frustration. Entre un homme qui dort et un homme mort, choisissons l'homme mort sans hésiter. Il faudra du béton pour le caveau, un cercueil pour ses restes, des croque-morts pour la cérémonie. Il sera beaucoup plus utile à son économie. Quand j'étais petite, une chose me laissait perplexe. Une pub à la télé montrant une femme submergée. Elle travaille, fait du poney, promène son chien, va chercher ses enfants à l'école, fait ses courses, prépare le repas. Elle est tendue, épuisée, pleine de courbatures et de torticolis. Et soudain, elle retrouve le sourire grâce à une crème qui lutte contre les signes de fatigue. Le tout pour la modique somme de 169,99 €. Plus rentable que de dormir, vous en conviendrez. Et puis quand même, il ne manquerait plus qu'elle n'ait pas les traits détendus et agréables à regarder. Elle sera plus sexy pour son mari qu'en ronflant la bouche ouverte. L'enfant que j'étais ne réalisait pas qu'à cette époque déjà, le bras de fer contre le sommeil était engagé. De manière générale, voilà le mantra qui domine. Dormez moins pour performer plus. C'est vrai qu'en 2 ans de prépa, on l'a tous vécu. Café, boissons énergisantes, vitamines en tout genre sans discrimination. Tant qu'on avait bien touillé et que la gourde avait une belle couleur jaune fluo, ça nous allait. Nespresso, what else? Peut-être 8 heures de sommeil, par exemple. Dans ce présent pressant, sans cesse bruissant, on encercle, on asphyxie, on fait suffoquer le sommeil. Mais s'il était si inutile, comment comprendre la souffrance de l'insomnie? Ces minutes interminables où ça veille en moi, où je m'observe, sans possibilité de m'abandonner, de m'oublier quelques heures. À tous les produits miraculeux de cette société marchande, préférons donc le marchand de sable. Car le sommeil n'est pas seulement le moment où nous reprenons des forces. Il est ce moment salutaire où je me retire, où je me libère de mon emprise sur moi-même. Prenez cette phrase, dites tout d'un coup, sans interruption, sans pause, sans aucun moyen de freiner, d'arrêter ce flux de paroles qui s'écoule, qui dure, qui s'accélère, qui n'en finit pas de finir, et là, respiration. De même, le sommeil est cette interruption bienvenue. Ce moment où nous pouvons enfin fermer les yeux. Notre corps se relâche. Notre respiration devient plus profonde. Nous nous enveloppons à l'intérieur de nous-mêmes. Notre regard sur nous-mêmes et le monde se trouble, puis disparaît, le temps d'une nuit. Il est le départ à soi qui rend possible un retour à soi. J'ai lu quelque part
que, blotti contre la personne que l'on aime, notre corps produit des hormones de sommeil. Depuis que je me suis endormie en quelques secondes dans cette situation, j'y crois dur comme fer. Et heureusement que tout le monde sait que j'ai dépassé la majorité sexuelle, car c'est vraiment ce qu'on appelle un sommeil de bébé. Grande nouvelle donc, la personne que vous aimez vous veut chimiquement du bien. Alors, prenons le temps de glisser dans le sommeil. Et cela demande toujours un effort, une audace. Car quelle que soit l'heure à laquelle on se couche, s'endormir, c'est prendre un risque. Muscles relâchés, pensées dispersées, je suis là, sans défense, soumise à toutes les interrogations et à toutes les angoisses. Ce qui me paraissait une colline dans la journée me semble à présent une montagne. Je me mets à douter de tout. Quand mon moi, petit corps au fond de ce lit, si vulnérable, pourrais-je atteindre les objectifs que je me suis fixés? M'aime-t-on vraiment? Me comprend-on vraiment? Mais comment pourrait-on me comprendre si je ne me comprends pas moi-même? Et je me retourne. Il faut alors se promettre que ça ira mieux demain, que demain tout sera possible, lorsque nous serons éveillés. L'endormissement devient alors le lieu de la créativité. Des idées remontent à la surface. Il y a un mois, je cherchais un cadeau d'anniversaire original pour une amie. Je me sens glisser dans le sommeil quand, tac, j'attrape une idée. Je soulève ma couette, prends une feuille au hasard et je note « séance d'escalade ». Elle est sportive, elle aime les sports en groupe, elle aime la montagne. Je me rendors avec un petit sourire satisfait. Bon, semaine suivante, j'apprends qu'elle a maladivement le vertige et qu'elle devient toute blanche rien que sur un escabeau. Mais de notre créativité, ces idées nées au bord du sommeil sont peut-être le plus beau témoignage. Car l'être que nous sommes ne se dit pas d'un trait, mais se scande. Il est une mélodie ponctuée de ces intervalles indispensables que sont nos phases de sommeil. Nous sommes ce dont nous prenons conscience à chaque réveil, et alors, emplis de l'espoir que la journée sera bonne, nous puisons dans ce réveil la détermination pour la construire. Les grands sportifs sont ainsi les meilleurs ambassadeurs du sommeil. Il y a une forme de beauté dans le geste de celui qui, chaque matin, se réveille en sachant qu'il va à la fois se battre contre lui-même pour repousser ses limites et respecter rigoureusement les règles qu'il s'est fixées. Celui qui se lève et accomplit ce qu'il s'est promis. Pour gagner, donc, pour faire en sorte que notre vie ressemble à ce que nous voulons y voir, prenons le temps de dormir. Car oui, le sommeil nous prend du temps de vie, mais surtout, il nous en donne, et du beau. Alors, mesdames et messieurs, en cette fin de soirée, alors que nous apprêtons tous à rentrer chez nous pour un repos bien mérité, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne nuit. Et en face, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Je me rappelle ces mots comme si c'était hier. Nous sommes le 8 mars 2017 et le PSG affronte Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour l'occasion, j'ai pu échapper à cette satanée règle qui me force d'habitude à aller me coucher à la mi-temps. Bref, 10 minutes avant la fin du match, alors que Paris a 3 buts d'avance, j'ai des étoiles dans les yeux. J'en suis sûr, c'est plié, puisque même le commentateur de Canal+ se moque du Barça, un Barça triomphant face à de petits clubs espagnols comme Gijón ou Valladolid, mais un Barça impuissant face à la maîtrise parisienne. La suite, vous la connaissez. 88e minute, coup franc pleine lucarne du Barça. 91e, pénalty transformé, panique à bord. Et enfin, 4 minutes plus tard,
Au bout du temps additionnel, un long ballon est envoyé, repoussé par les Parisiens, il revient sur Neymar qui centre et là, au fin fond du temps additionnel, un Barcelonais surgit, envoie le ballon au fond des filets et ressuscite son club. Victoire pour le Barça, fluctuat et mergitur pour Paris. Ce soir-là fut l'occasion d'une leçon de morale. Une leçon de morale pour le supporter naïf que j'étais alors, une leçon de morale dont manifestement beaucoup ici se souviennent, une leçon de morale telle qu'elle a accouché d'un nouveau mot dans le dictionnaire, celui de remontada. Ce remake moderne du lièvre et de la tortue, il a donc fallu attendre le football pour nous l'offrir. Comme quoi, les fables de La Fontaine, c'est bien, les frappes de Juste Fontaine, c'est mieux. Car le football, c'est une école de la vie, un véritable terrain d'apprentissage. Dans une équipe, on apprend toutes les valeurs. La résilience quand on défend, l'audace quand on est attaquant, et la patience quand on squatte le banc. Le football, c'est ce qui nous donne nos premiers modèles. Le courage de Megan Rapinoe, symbole féministe de l'équipe féminine américaine. La barbarie de Schumacher et de son attentat contre Battiston, qui a traumatisé toute une génération. Le génie de Maradona, qui un jour dribbla toute l'équipe d'Angleterre. Le vice de Maradona, qui, ce même jour, inscrivit un but de la main. Le sang-froid de Zidane au moment de mettre une panenka en finale de Coupe du Monde. Et son sang chaud à l'heure de son coup de boule fatidique. Pour le meilleur et pour le pire, tous nous ont fait rêver de devenir footballeurs. En fait, on peut dire qu'on a tous un peu été aspirants, non ? Moi-même, quand j'étais petit et qu'on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je répondais sans hésiter footballeur. Ça a toujours causé des sueurs froides à ma mère, mais en même temps c'est normal, c'est une mère arménienne. Le foot, c'est là où tout se joue. Les premières victoires, le respect de l'adversaire et la découverte de l'esprit d'équipe et de solidarité. Cette solidarité qui un jour poussa le jeune Albert Camus à se sacrifier pour son équipe, le Racing universitaire algérois. Cette même solidarité qui le fit entrer en résistance. Toujours cette solidarité qui anime le docteur Rieux, le héros de La Peste. Et puis, il y a le côté plus sombre de l'histoire. C'est aussi au foot qu'on découvre les inégalités, car non, on ne sera pas tous Messi. Désolé, Cristiano Ronaldo. Et nos premiers renoncements aussi. Gardien star à 18 ans, Camus tombe malade et arrête sa carrière. Il passe du club de foot à ses clopes qui l'étouffent, des filets de sécage aux feuillets de ses pages. Le malchanceux, s'il avait continué sa carrière, ce serait peut-être devenu une légende. Mais finalement, les seules annales dans lesquelles il restera, ce sont celles du bac de français. Car oui, les joueurs de foot, eux, sont connus aux quatre coins du globe. Et justement, ce qui fait la grandeur du football, c'est son caractère universel. Où trouver un public plus diversifié que devant un match des Bleus ? Il y a ce bobo un peu neuneux qui, 25 ans après France 98, s'extasie encore devant la France Black-Blanc-Beurre. Ou ce patriote, à peine extrémiste, qui nous explique calmement que si Benzema n'aime pas la Marseillaise, il n'a qu'à retourner dans son pays. Ou alors, ce membre de lutte ouvrière, qui serait prêt à ouvrir le champagne quand le Cameroun plante un but à l'Allemagne. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour toutes les opinions. Pour un supporter de football, vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer la vie d'un supporter de foot avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. On rencontre par exemple ces Argentins, qui, vous savez, pendant 4 ans, économisent, viennent du bout du monde, du nord de l'Argentine. Ils dorment, on ne sait pas où. Ils mangent, on ne sait pas où. Ils vont aux toilettes, on ne sait pas comment.
C'est comme le mot bigoudi. On n'y comprend plus rien, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On rencontre aussi ces Anglais qui nous disent que 60 ans après, cette fois c'est la bonne. Football's coming home. Ce respect, ce fair play, c'est ce qui fonde la morale de Camus. Le thème de prédilection de notre écrivain, l'absurde, on ne le voit jamais aussi clairement qu'au football. Ce sont d'ailleurs ceux qui ne comprennent rien à ce sport qui le disent le mieux. Courir pendant 90 minutes derrière un ballon, ça c'est le conte de l'absurde. Mais le footballeur est un Sisyphe qu'on peut aisément imaginer heureux de pousser son ballon. Il fait son travail avec zèle et passion. Et pourtant, le football, il a changé. La Coupe du Monde au Qatar, c'est 2 records, 172 buts et des milliers de morts. C'est honteux, vous trouvez ? Moi aussi. Et pourtant, j'ai beau m'indigner, on a beau s'indigner, on sait très bien que quand on rentrera chez soi, on ne résistera pas, on allumera la télé et on retrouvera notre plaisir coupable. Et ça, c'est une grande leçon de morale que le football nous apporte. Quel que soit le degré de sérieux, le badge d'humanisme que nous essayons d'afficher, nous restons malgré nous des enfants, nous voulons revivre des expériences d'un passé idéalisé et insouciant. Faire une partie de FIFA avec ses potes, redécouvrir un vieil album Panini dans le placard chez ses grands-parents, insulter l'arbitre qui donne un 43e pénalty à l'Argentine. Mais quel salaud celui-là! Voilà ce qu'on aime, voilà ce que j'aime. Et au fond, cette capacité d'émerveillement, ce pouvoir de rester ce petit enfant qui regardait encore sa première Coupe du Monde, c'est peut-être bien là le secret de l'innocence, le secret de la morale et le secret du bonheur. Un ancien coach de Liverpool a dit « Le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que cela. » Cette phrase, qui peut sembler dérisoire à ceux d'entre vous dont le football n'est pas la passion, trouve tout son sens quand on réalise que le foot et le sport en général sont porteurs d'un message qui nous dépasse, d'une sagesse qui a vite fait de ressembler à une philosophie de la vie. Les grands coachs disparaissent, les grands joueurs s'en vont, les grands supporters aussi, comme vous, s'en iront. Mais le football, lui, nous survivra. Car oui, heureusement, au milieu de ces excès d'un foot business qui perd toute boussole, la magie du sport, inébranlable, demeure. C'est la dernière grande leçon que ce sport continue d'apporter à ses détracteurs. Il faut que tout change pour que rien ne change. D'ailleurs, 7 ans après cette maudite remontada, le Paris Saint-Germain a de nouveau l'occasion de remporter la Ligue des Champions. Ça se passe dans 1 semaine. Mais en face, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est le FC Barcelone. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, que vous me faisiez l'honneur de venir m'écouter ce soir. Elle est pas terrible celle-là. Bienvenue dans ce cours qui portera sur la sémiotique du néologisme et sur la contemplation discursive de la conception sartrienne du rapport de soi à autrui, déterminant dialectiquement l'ontologie de l'être. Commençons par porter un œil attentif à la citation qui nous est proposée. L'auteur commence par une introduction en angle droit, c'est-à-dire tout en actualité et en universalité. Où le « on » qui réunit donne une couleur œcuménique au syntagme « là on est en train ». Ce qui n'est pas
Ce qui n'est pas sans frapper l'œil du lecteur, compte tenu de son parallélisme avec le monde, placé en chiasme à la fin de la phrase. Si l'on y ajoute le jeu que fait l'auteur en brisant sciemment les conventions grammaticales de la langue française, on en conclut que le philosophe a une pensée à la fois fine et profonde, avec un style de langage brillamment disruptif. Quant à l'auteur, qui... Ah. C'est Franck Ribéry. Pas le philosophe, le joueur de foot. Qui n'est pas le crampon le mieux vissé de la semelle. Quel dommage, non ? Quel dommage de voir que Ribéry est jugé comme ça à la volée, avec pour seul forfait sa cicatrice qui attriste, son regard hagard, ses vocables pitoyables, et sa roue tourne, qui tourne. Quel dommage de voir comme on peut balayer d'un revers de la main un messager au seul motif qui s'habille et s'exprime bizarrement. Imaginez le cours de l'histoire si l'on avait disqualifié tous les va-nu-pieds et les gringalaises aux cheveux ébouriffés comme des clébert pour l'heure des gaines. On aurait voué au néant tous ces incorrects qu'on rejette, qui nous dérangent, parce qu'ils remuent nos certitudes. Et pourtant, c'est justement cette singularité qui les fait porter le progrès du monde. Albert Einstein. Oui, Albert Einstein, le moustachu hirsute, qui a mis 10 ans avant de prononcer son premier mot. Cédric Villani, et son allure de Willy Wonka qui aime les calculatrices. Brigitte Fontaine, la chanteuse excentrique, et ses tenues colorées qui feraient passer Desigual pour un fabricant de pyjamas rayés. Et que dire de Jésus ? Oui, j'ose comparer Franck Ribéry et le Christ. Mais prenez Jésus donc. Un hippie en sandales, qui vous aborde pour vous dire qu'il est le fils de Dieu, qu'il sait marcher sur l'eau, et qu'il n'a besoin que de l'eau du robinet pour festoyer. Bon. Après ça, il vous dit que la seule bonne réaction face à une gifle, c'est de tendre l'autre joue. Réaction normale d'un être humain sensé, vous lui dites « Écoute mon grand, t'es bien gentil, mais dehors c'est le vrai monde. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur déjà. » Les Romains étaient peut-être trop sensés pour son message. Ponce Pilate, le premier d'ailleurs, celui qui a voulu le mettre en tôle. Eh bien, voyez ce qu'en a retenu l'histoire. Heureusement que les 12 apôtres ont suivi le Christ. Sans eux, pas de religion, pas de cathédrale, pas d'œuf en chocolat ce week-end, pas de première fois pour moi. Et la face de la terre aurait été changée. Car c'est en écoutant les marginaux qu'on change le monde. En effet, qui d'autre qu'un original accepterait de vivre en mouton noir, de subir les moqueries de ses camarades moutons, pour avoir trouvé un nouveau chemin, pour avoir osé s'extirper de la torpeur monotone du troupeau. Lui, il vit dans ce monde où tout le monde se fout de lui. Lui, il vit dans un amphithéâtre dont il occupe la scène. Mais face à lui, seulement les regards inquisiteurs des petits pantouflards condescendants. Les doigts accusateurs qui pointent son insupportable déviance. Les railleries des bons petits citoyens tout lisses, ces mêmes parvenus qui sauteront sur son succès dès qu'ils en auront l'occasion. Lui, il paye la rançon du génie. Car le génie est le pendant du marginal.
Pour vous, qu'est-ce que c'est être un génie, mesdames et messieurs? Réussir 30% d'un sujet de maths correctement? D'accord, nous sommes des génies. Mais qui, mesdames et messieurs, qui ici parmi nous a déjà mis une reprise de volée pleine lucarne en finale de Ligue des Champions? Ribéry! Ribéry est un génie! Et pas seulement parce qu'il est le Paganini du foot, mais parce que cette phrase-là que vous voyez derrière moi, c'est historique. C'est ça qui nous a fait gagner la Coupe du Monde en 2018. Et c'est peut-être les culturés de Mbappé qui vont nous faire gagner toutes les suivantes. C'est ça, le génie français. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes en 2010, en Afrique du Sud, en pleine Coupe du Monde. La France dispute son premier match de poule contre le Mexique et est menée 2-0. Et face au charivari offert par l'équipe de France en première mi-temps, une fois au vestiaire, Nicolas Anelka se fait le chantre des revendications de ses camarades, eux aussi déçus de la tactique de Domenech, et fait part de ses doléances au coach en ces termes poétiques, et qui resteront dans la postérité. Va bien te faire enculer, fils de pute! Les médias vautours plongent immédiatement sur cette proie facile pour picorer les petites miettes de scandale qui font bon augure pour leurs finances. Anelka est mis à pied. Pour lui, le rêve de Coupe du Monde s'envole. Et pour la France, le cocorico s'étouffe. Alors Ribéry, dans un élan de solidarité toute française pour les opprimés, lance une mutinerie au sein de l'équipe de France pour soutenir Anelka et change le piquet de corner en piquet de grève. Mais quelques jours plus tard, c'est sur un plateau de télévision qu'il doit justifier son geste fraternel. Alors, la gorge anxieuse, la mine affligée mais l'œil insurgé, il nous fait part de ses nostalgies. Non, l'équipe de France n'est plus la grande faucheuse qu'elle était depuis 1998. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau, risée du monde. Cette phrase, pas académique pour un sou, je vous l'accorde, voulait dire « plus jamais ». Et 8 ans plus tard, la coupe à la maison. Mais on n'a rien compris à sa phrase. On. Oui, on, ce on dont parle Ribéry. Ce on sans visage ni fer de lance. Ce tout le monde insaisissable, qui blesse d'autant plus qu'il est anonyme. On s'est moqué d'un homme qui nous montrait son cœur. Mais on devrait sortir de notre petit dédain confortable, aller parler à ces gens qui ne font pas de la prose et qui le savent, contrairement à Monsieur Jourdain. Eux, ils comprennent Franck Ribéry. Alors, qui est stupide maintenant? On est stupide. On veut changer le monde sans les marginaux. On veut que Ribéry ne soit jamais des nôtres, ignorer son génie. On veut faire un tout petit monde bien à nous, entre gueules refaites, bien loin des gueules cassées. On se croit si brillant que nos miroirs en viennent à nous aveugler. Aveugles à la poutre pour regarder la paille dans les yeux de ces gens-là. Des rêveurs, des muets, des humbles, de ceux qui parlent mal, ou plutôt de ceux qui sont mal entendus, de ces gens-là, de qui on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On rit, on glousse, on pouffe, mais à la fin, sans eux, on pleure.